Donc on s'est posé la question de l'aménagement du jardin, on s'est dit plutôt que faire un jardin à la française, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas plutôt sur la rénovation des écosystèmes? Et donc c'est pour ça que dans le jardin il y a plusieurs endroits différents, il y a en bas les prairies fleuries, ici on voulait un verger, on trouvait que c'était un endroit pour faire un verger, mais comme la terre est très pauvre en fait, on a beaucoup réfléchi avec Pascal, avec les autres sur comment quand même planter des arbres fruitiers en leur donnant une chance de survivre dans un endroit qui est très pauvre. Puis de fil en aiguille, on fait de plus en plus de choses et on essaye de mesurer aussi l'impact de tout ce qu'on fait sur la rénovation des écosystèmes, notamment avec un entomologiste, donc un spécialiste des insectes. Mon nom est Natacha Motard et avec mon mari Olivier Legrain, on a acquis une maison en bois de faille il y a 10 ans. On s'est lancé dans l'aventure de développer un jardin avec deux influences, Sebastião Salgado et Gilles Clément, pour protéger un petit peu la biodiversité au sein de ce jardin qui, au fur et à mesure des années, a pris une beaucoup plus grande ampleur. C'est 6,5 hectares et je vous propose de rencontrer les différents acteurs qui sont intervenus au fil du temps. Il y en a un qui a commencé il y a près de 7 ans à présent. C'était Pascal Bracler, un pomologue, un spécialiste des arbres fruitiers. Donc ici c'est le verger composé principalement d'arbres fruitiers. Alors les petits arbres, comme le terrain est assez pauvre ici, ils vont servir sur le long terme à aider les arbres fruitiers. Donc c'est un grand verger ici, un grand verger familial qui permet d'avoir des fruits chez soi. Tout ça peut être mis aussi dans des petits jardins. Dans un petit jardin, on peut très bien mettre quelques arbres fruitiers qui vont donner justement des fruits à des époques différentes. Ensuite, on a inclus dans notre équipe Benoît Coppens à Cambruge, qui était le bras droit de Gilles Clément, qui lui a fait une étude énorme sur toute la flore du lieu. Il nous a présenté Nicolas de Brabander, qui lui a développé toute la forêt Miyawaki. Cette forêt, donc là maintenant elle a 3 ans et demi, on part de rien du tout, on voit déjà à quel point ça va vite. Et ça va prendre en moyenne 1 mètre de croissance par an. Et dans 10 ans, on aura des arbres, on sera vraiment dans la forêt. Ce sera une forêt bien haute, qui aura au moins 10 mètres de haut. On verra bien déjà la structure en étage. On se retrouvera comme une forêt au temps des dinosaures, je ne sais quoi. C'est vraiment ça. Parallèlement à ça, on a fait appel à Pascal Colomb, qui lui a développé toute la partie prairie fleurie. Moi je suis beaucoup intervenu sur les parties ouvertes et donc on avait une pelouse assez banale avec quelques pâquerettes, quelques plantes malgré tout, mais l'exposition et les différentes situations du terrain font que ça se prête effectivement à la création de prairies fleuries. Donc on a vraiment évolué dans ce sens-là. Il y a 1 an et demi, nous a rejoint Loïc Dahan, qui lui est un entomologiste, qui va répertorier tous les insectes du site, mais en particulier les coléoptères. Mon rôle au sein du Bois de Faille est assez simple et peut-être complexe à la fois. C'est dresser une liste des insectes et principalement des coléoptères qui vivent sur ce site. Pourquoi les coléoptères? Parce que c'est ma famille de prédilection, mais c'est aussi un très bon marqueur de la biodiversité. Et je sais que vous aviez à cœur, vous avez beaucoup de projets de biodiversité, des plantations et vous vouliez savoir jusqu'où vous pouviez aller et vous vouliez savoir s'il y avait vraiment une efficacité. Donc c'est le choix de ces insectes et de l'étude, de dresser des listes, ça va permettre justement de dresser un bilan, un état de santé du Bois de Faille finalement. Comment est-ce que tu procèdes en fait? Parce qu'il y a au moins 4 sites très différents. Alors comment est-ce que tu es amené à travailler ici? Tout au début, en fait, ce qu'il y a, c'est de s'intéresser à l'importance de la biodiversité du site et voir un petit peu, tâter un petit peu du terrain. Parce qu'il y a certains sites qui peuvent être intéressants au niveau entomologique et qui ne le sont finalement pas. Donc c'est toujours faire une première approche à vue, avec des méthodes au filet, regarder un petit peu la présence de la flore. Et à partir de ça, essayer de détecter des endroits qui sont bien différents. Donc on voit bien qu'en haut, par exemple,
exemple sur le plateau, c'est un petit peu plus sec, il y a des prairies fleuries, il y a des zones aquatiques, des zones boisées, des zones avec du bois mort. Donc tout ça sont des zones déjà qui sont un bon indicateur et d'une de biodiversité, et on se doute quand même qu'il y a la présence d'insectes qui peuvent être intéressants d'un point de vue entomologique, mais aussi au niveau biodiversité. On a aussi Marin Hawk, qui lui est spécialisé en permaculture et qui va développer tout le côté petit arbre fruitier en relation avec cette forêt Miyawaki, mais aussi il aide notre fils Aristide à développer tout son potager et toute la permaculture. Absolument, et donc chaque saison, à chaque fois on prend des techniques de l'année passée, on les améliore, on essaie de trouver différentes façons de travailler avec les plantes, et chaque année on constate que c'est ça devient beaucoup plus avancé. Après, c'est sûr qu'ici on a réussi, tu as réussi par ton travail surtout à redynamiser le sol, à ramener de la vie, mais il y a tout un univers extérieur à ça qui amène énormément de bénéfices au potager. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je veux dire, toi, tu as moins d'attaques dans ton potager grâce à toute cette biodiversité qui a été implantée sur le site. Les fleurs sauvages, par les prairies sauvages, qui amènent beaucoup d'insectes pollinisateurs. Alors bien sûr, on connaît les abeilles et les bourdons, mais il y a plein d'autres insectes qui sont aussi des compagnons du potager parce qu'ils vont venir attaquer certains insectes qui vont nous déranger dans le potager, des petites guêpes qui vont venir piquer par exemple les pucerons, parce qu'il n'y a pas que la coccinelle qui va piquer les pucerons, et plein d'autres. Et toute cette biodiversité amène du bénéfice au potager, amène du bénéfice aux arbres fruitiers, amène énormément de bénéfices. Pour compléter cette équipe, nous avons fait appel à Steven Lemaire, un ornithologue et instituteur à Grey-d'Oisseau, qui nous aide à recenser les oiseaux. Le rôle des oiseaux, il est essentiel. Alors on a des oiseaux qui ont un rôle bien spécifique, comme par exemple les pics, qui vont creuser des cavités, non seulement pour eux, mais également pour d'autres oiseaux qui vont pouvoir venir dans ces cavités. Et nous avons aussi des oiseaux qui sont frugivores, par exemple. Alors les oiseaux frugivores, ça veut dire qu'ils mangent des fruits. Ils vont participer à la dissémination des graines. On a également des oiseaux qui sont insectivores. Eux, ils vont manger des insectes. Et donc ils vont aider les agriculteurs, par exemple, à se débarrasser d'insectes nuisibles. L'homme a pris le pas sur bon nombre d'animaux, dont les oiseaux, et il a malheureusement diminué les zones d'habitat. La population dans les villes s'intensifie. Prenons l'exemple des moineaux, par exemple, les moineaux domestiques qu'on trouvait partout dans les villes. Et bien maintenant, ils ne trouvent plus assez d'anfractuosité dans les vieilles habitations, parce que les habitations sont rénovées, et donc la population diminue petit à petit. Dans les campagnes, les haies qui séparaient les champs, qui séparaient les prairies, disparaissent petit à petit pour laisser de grandes parcelles. Et de nouveau, c'est un habitat qui disparaît. Avec les insecticides, avec nos jardins qui sont de moins en moins peuplés d'arbres, de haies, eh bien malheureusement, les oiseaux ont du mal. C'est assez encourageant de voir que finalement, assez vite, en changeant un peu ses habitudes, on peut changer beaucoup de choses en fait, même si ça ne se voit pas encore. Dans la mise en place de ces promenades des 4 saisons, ce que je trouve assez beau, ce sont toutes ces connexions humaines qu'on est en train de faire. On est parti à votre rencontre parce qu'on a vu au loin que vous aviez planté ces haies et on fait des connexions avec notre forêt Miyawaki, mais on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'acteurs locaux qui sont en train de développer leur propre expérience, et je trouve assez beau, assez intense cette rencontre comme ça des gens, parce qu'on est tous isolés là dans nos jardins, et en fait on œuvre tous dans le même sens, et je trouve ça très, très intense et très beau, ouais. Et je pense que là on va créer des réseaux forts de développement durable sur le local, quoi. Et je pense qu'on peut changer très vite la dynamique de tout le coin en fait. C'est ça qui est très encourageant. Alors je vais te parler un petit peu des oiseaux qu'on pourrait rencontrer ici. Brrr.